Donc je vais vous parler de la restauration des rivières urbaines en essayant de voir justement en quoi un risque peut se transformer en opportunité. Donc simplement pour vous rappeler des éléments de contexte et notamment historiques, vous le savez tous, mais traditionnellement les rivières urbaines sont plutôt abordées sous l'angle de la contrainte ou du risque, avec différents types de risques, que ce soit le risque inondation, le risque du coup d'érosion et de risque d'érosion de berge et de risque pour les infrastructures associées, et le risque de pollution, avec là des exemples assez emblématiques, et notamment la crue de 2003 qui a engendré beaucoup de dégâts, et notamment dans la région. Donc la réponse qui est traditionnellement apportée, c'est l'utilisation du génie civil pour essayer de se protéger contre ce risque, avec un endiguement et un enrochement très important des cours d'eau. Si vous avez un exemple des berges le long du Rhône à Lyon, donc vous voyez à quel point on est connecté à nos écosystèmes, et d'autres types d'aménagements, de busage, avec très souvent un enterrement des cours d'eau, de manière à ce qu'ils n'apparaissent plus dans l'espace public. Avec ici l'exemple de Saint-Étienne. Alors bien sûr, ces méthodes ont pu, dans une certaine mesure, évoluer, et notamment depuis les années 2000, sous l'effet de différents facteurs. D'abord, on a des exigences plus fortes en termes de qualité des milieux aquatiques, avec notamment la DCE qui a venu aussi transformer notre manière d'appréhender le lien au milieu aquatique. Et puis d'autres types de motivations, peut-être plus sociales, et notamment des aspirations à se reconnecter aux cours d'eau, avec, on l'a observé à un échelon international, une reconquête des fronts d'eau urbains. Donc vous avez ici deux exemples, le Rhône en France en tout cas, le Rhône à Lyon avec l'aménagement des berges du Rhône, et puis la Lèze à Montpellier avec là encore des aménagements de berges le long du cours d'eau. Et vous voyez que dans les deux cas, on essaye de reconnecter les sociétés à la rivière, mais là encore, le prisme sur le milieu est assez ténu. On voit très bien qu'on est sur des berges très minéralisées et pas vraiment sous l'angle des milieux, de la qualité des milieux. Ceci dit, ce contexte, à la fois une attention plus forte portée au milieu aquatique et l'envie de se reconnecter au cours d'eau, peut inciter à envisager d'autres modes d'aménagement, et notamment de remobiliser des techniques d'aménagement qui ont été oubliées. En parlant de techniques d'aménagement, je pense au génie végétal, que je vais vous décrire un petit peu. Je dis oublié parce que c'est une méthode qui est très ancienne, en fait elle est utilisée depuis l'Antiquité, donc c'est simplement qu'on l'a redécouverte récemment pour nos cours d'eau. En fait, le génie végétal, le principe est assez simple, c'est que c'est une technique qui est utilisée pour se protéger de l'érosion de berge, mais au lieu de mobiliser du minéral, du béton, on va utiliser le végétal avec ses différentes propriétés pour venir fixer la berge. Donc par ses racines, par la protection que peuvent assurer les tiges, les feuilles, etc., sur le ruissellement. Voilà, elle a de vraies propriétés et donc on va les utiliser pour protéger de l'érosion de berge. Vous avez ici un exemple de l'utilisation de ces techniques sur l'Iseron. Donc en fait, avec la restauration du cours d'eau qui a eu lieu en parallèle, vous voyez qu'on était sur un chenal très bétonné, avec une cunette en béton. La photo du milieu, on est sur le génie végétal pendant les travaux, donc les petits pics là, que vous voyez le long des berges, c'est des fascines, c'est-à-dire qu'on va venir fixer le végétal sur ces espèces de pieux en bois pour les aider à pousser. Et puis, vous voyez que la troisième photo, on est sur l'ouvrage quelques années après son installation, et vous voyez que aussi le bénéfice de ce type d'aménagement, c'est qu'il disparaît complètement, et on se retrouve avec une ripisylve aux abords du cours d'eau, le long des berges. Donc en fait, le génie végétal, il rentre sous l'angle de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et par là, ça veut dire que c'est une solution, donc on veut lutter contre l'érosion de berge, basée sur la nature, on utilise le végétal. Et la définition des solutions fondées sur la nature, c'est qu'on utilise la nature pour à la fois des bénéfices écologiques et sociaux. Et dans le cadre du génie végétal, on est vraiment sur ce schéma-là. On assure la protection contre l'érosion de berge. Les bénéfices sociaux, c'est on va contribuer au cadre de vie
par l'aménagement, en créant des paysages et des espaces publics plus agréables. Et puis, on va aussi restaurer la biodiversité. Donc, on voit qu'on est vraiment dans ce cadre théorique. Donc, en fait, on voit aussi qu'on renverse complètement le paradigme de l'action publique, puisque avant, on était sur des risques qui étaient exclusivement gérés sous l'angle de la protection, et que maintenant, ces risques deviennent aussi des opportunités par l'utilisation de ces solutions fondées sur la nature pour aborder les nouveaux enjeux, crise climatique, crise de la biodiversité, peut-être crise du vivre ensemble. Donc voilà, c'est des solutions intéressantes. On observe du coup une multiplication des projets d'aménagement qui justement combinent qui utilisent ces techniques pour à la fois restaurer la biodiversité, améliorer le cadre de vie. Ceci dit, ça c'est un beau schéma théorique et on observe aussi le besoin d'évaluer vraiment les bénéfices et les contraintes de ce type d'aménagement par le génie végétal. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle le projet Génio, donc qui est un projet qui a été réalisé dans le cadre de la ZABRE avec un financement agence de l'eau et en partenariat avec EVS et l'INRAE. Donc notre objectif dans le cadre de ce projet, c'était de questionner les bénéfices et les risques du génie végétal en ville. Et donc on a abordé les bénéfices sociaux et les bénéfices écologiques de différentes manières. Les bénéfices sociaux, on a réalisé des enquêtes pour mieux travailler sur les perceptions des habitants et des acteurs de l'eau. Et puis les bénéfices écologiques, on a fait des mesures sur le terrain pour essayer de quantifier un petit peu ce que pouvait apporter ce type d'aménagement. Voilà. Et puis, avec ce projet, on a pu produire aussi un retour critique, justement, sur les solutions fondées sur la nature et voir est-ce qu'on est vraiment, effectivement, dans des solutions gagnant-gagnant, est-ce que c'est tout beau, ou est-ce que finalement, ça pose aussi certains types de problèmes. Donc, voici la manière dont on a travaillé. Donc, on a travaillé sur 12 terrains, 12 tronçons de rivières urbaines en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez ici la localisation des sites qu'on a considérés et les photographies des sites associés. Et donc, en fait, on a échantillonné 12 tronçons urbains. Certains d'entre eux étaient aménagés par du génie civil. Certains d'entre eux étaient aménagés par du génie mixte, donc où on mobilise à la fois du minéral et du végétal. Et d'autres étaient aménagés exclusivement par du génie végétal. Donc sur ces 12 terrains, ce que l'on a fait, c'est à la fois des mesures pour qualifier les bénéfices écologiques. Donc ce qui a été étudié, c'est la densité de végétation sur les berges, la biodiversité des berges, la connectivité des berges et puis à quel point la berge pouvait contribuer à l'ombrage du cours d'eau. Donc 4 proxys finalement pour appréhender la qualité des milieux aquatiques. Et puis, en parallèle, on a réalisé des photos de paysages. C'est celles que vous avez vues juste sur la diapo d'avant. Et ces photographies, on les a utilisées dans le cadre d'une enquête par photo-questionnaire pour justement travailler sur les perceptions des habitants et des acteurs. Donc, c'est une enquête pour laquelle on a fait à peu près 500... on a obtenu 500 réponses avec des profils variés, des professionnels de la gestion des milieux aquatiques, mais aussi des habitants. Et donc, on a qualifié la connaissance environnementale de ces personnes. Alors, c'était du déclaratif. On n'a pas vérifié ce que les gens nous disaient. Mais on voit que 25% d'entre eux déclarent avoir une connaissance environnementale élevée, 32 moyenne et 42 pas du tout. Donc, on est quand même sur des profils très variés. Alors, voici quelques résultats sur les bénéfices écologiques. Alors, ce que l'on observe globalement, c'est que donc, en abscisse, ce que vous avez, c'est la densité de végétation. Donc, plus on va vers des valeurs élevées, plus les berges ont une densité végétale élevée, et donc plus on est sur du génie végétal. Et en ordonnée, vous avez les différents proxys que je vous ai présentés. Donc, je ne vais pas m'attarder longtemps, mais simplement ce que l'on observe, c'est que le génie végétal, bien sûr, il permet d'obtenir une meilleure biodiversité, une meilleure connectivité, un meilleur ombrage. Et par contre, c'est un petit peu plus mitigé si on regarde vraiment en termes de biodiversité.
puisque ce que l'on observe, c'est que c'est aussi des berges sur lesquelles on observe beaucoup d'espèces envahissantes. Voilà, donc après, voilà, ça peut être discutable sur la qualité de la végétation de cette nouvelle répiscive. Au niveau des bénéfices sociaux, alors ce que l'on observe, c'est là encore des réels bénéfices à mobiliser le génie végétal. On a mis en lien ces bénéfices avec les bénéfices écologiques. Notre idée était vraiment de pouvoir faire une étude interdisciplinaire en croisant nos approches. Donc là encore, en abscisse, je vais vous détailler les graphiques, en abscisse, c'est toujours la densité de végétation. En tout cas, je vous propose qu'on se concentre sur la première colonne parce qu'après, on n'aura pas le temps. Donc, c'est la densité de végétation. Et donc, la première ligne, en fait, je ne vous ai pas décrit ça, excusez-moi, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Donc, dans le cadre de l'enquête, ce que l'on a demandé aux gens, c'est d'évaluer la valeur des berges selon 3 types de valeurs. La valeur esthétique, donc là, on est sur la première ligne. La valeur récréative, donc on leur demandait à quel point la berge est utile pour leurs activités récréatives. Ça, c'est la deuxième colonne. Et la valeur de vulnérabilité, c'est-à-dire à quel point est-ce que les personnes se sentent vulnérables sur cette berge par rapport au risque d'érosion de berge et d'inondation. Et là, c'est la troisième ligne. Et donc, ce que l'on observe, c'est 3 types de relations différentes. Donc, pour la valeur esthétique, on voit qu'en gros, plus la berge est végétalisée, plus la berge est jugée esthétique. Donc, on voit très bien que le bénéfice pour le paysage urbain, il est très fort à utiliser du génie végétal. Et là, tout le monde a l'air à peu près d'accord. Sur la valeur récréative, vous observez que la courbe, elle est plus linéaire, fait une cloche. Le deuxième graphique en partant du haut. Et donc, ça veut dire que globalement, plus on va végétaliser la berge, plus on juge que c'est adéquat pour les loisirs, jusqu'à un certain seuil au-delà duquel, si on continue à végétaliser davantage, ça va nuire finalement à nos activités récréatives. Et donc ça s'explique assez facilement par le fait que les personnes souhaitent pouvoir avoir toujours un accès physique et visuel à l'eau. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil de végétation, ce que l'on va créer, c'est un écran végétal qui va vraiment rompre la continuité et l'accès à l'eau. Et donc ça, ça peut être moins bien évalué d'un point de vue social. Et puis sur la vulnérabilité, ce que l'on observe, donc c'est toujours une courbe linéaire. Donc en gros, donc c'est une courbe linéaire, mais on voit qu'elle est différente en fonction de la couleur. Et la couleur, c'est le type de connaissance. La valeur la plus sombre, c'est les experts, on va dire ceux qui déclarent des connaissances élevées. Pour eux, on voit que ça ne change pas. Si on avec le génie végétal ou le génie civil, on se sent protégé. À l'inverse, sur la courbe la plus claire, on voit qu'on a quand même une relation assez forte qui apparaît. Et donc, on se sent moins protégé avec le génie civil. Donc on voit aussi que ces techniques, elles peuvent aussi occasionner certaines réticences, notamment chez les personnes qui n'ont pas de connaissances environnementales spécifiques, et que c'est un public qui est un peu réticent par rapport à ce type de méthode. On retrouve ce résultat donc, par le tableau qui est en haut à gauche, où vous voyez très bien, on leur posait la question, si votre propriété devait être protégée par l'érosion du cours d'eau, auriez-vous confiance en ces techniques de génie végétal ? Et on voit que globalement, la confiance est plutôt élevée, mais dépend vraiment du profil des personnes. Et en gros, moins on a de connaissances environnementales, moins on se sent en confiance vis-à-vis de ce type de technique. Donc il y a quand même une question d'appréhension du risque qui peut poser problème au développement de ce genre de technique. Si on s'intéresse un petit peu plus en détail sur les réticences, qu'est-ce qui crée de la réticence ? Alors, globalement, on a tous ces enjeux liés au risque, ça je ne reviens pas dessus. Et il y a 2 autres réticences qui me paraissent importantes à mentionner. C'est alors l'avant-dernière. Les berges ont l'air mal entretenues, les végétaux ne sont pas bien taillés, ça ne fait pas propre, ce n'est pas joli. Donc là, on est vraiment sur des enjeux de gestion, d'entretien et de perception de la naturalité. J'y reviendrai un petit peu après. Et puis, la dernière est aussi très, très intéressante.
les travaux impliquent dans un premier temps de détruire la nature, puisque pour aménager ce type de technique, on a besoin de couper des arbres, on a besoin un peu de faire tabula rasa pour tout remodeler. Et donc ça aussi, en termes de compréhension de ce que c'est que restaurer, ça peut poser des soucis, puisque pour restaurer la nature, on va en gros venir avec des pelleteuses et tout détruire. Donc ça aussi, voilà, dans la manière de concevoir la restauration, ça peut poser problème. Donc ce que l'on observe avec ce projet et les résultats de ce projet, c'est que globalement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de bénéfices. Ça, on ne peut pas le nier, à la fois d'ordre écologique et social, et que pour la ville, l'eau représente de ce point de vue-là une vraie opportunité. Ça fait écho à d'autres travaux qui avaient montré que ces bénéfices qu'on appelle des fois auxiliaires, écologiques et sociaux, sont souvent même plus valorisés socialement que les fonctions initiales de l'aménagement. Donc on valorise vraiment les enjeux écologiques et sociaux associés à ce type d'aménagement. Par contre, on voit que ce type d'aménagement peut aussi occasionner certains conflits de valeurs, donc entre la valeur écologique et la valeur récréative, puisque pour l'écologie, plus on va créer une continuité, plus on va créer finalement une ripisylve dense et continue, plus on va pouvoir favoriser des processus écologiques utiles pour l'écosystème. Mais ça peut nuire à l'usage que l'on a envie de faire des berges. Donc on voit que là, on a quand même des conflits qui peuvent exister et qui peuvent supposer des compromis. Et puis l'autre point sur lequel on observe des conflits de valeurs, c'est justement le conflit éthique que je vous mentionnais tout à l'heure, autour du concept de naturalité-restauration. Naturalité, on veut des berges naturelles, mais il faut quand même qu'elles soient entretenues pour un certain type de population. Donc voilà, c'est de la naturalité, mais il faut quand même pouvoir la maîtriser. Et puis, naturalité, on restaure, mais on restaure quoi? On va couper des arbres. Donc là aussi, ça pose des enjeux éthiques et qui peuvent nuire, en tout cas, occasionner des débats au moment des travaux. Dans tous les cas, cette approche par l'aménagement, par le génie végétal, elle suppose vraiment un changement de paradigme dans l'action publique liée à l'eau. Et ça, c'est un des résultats qui a été produit par une campagne d'entretien qu'on a faite dans le cadre du même projet, où on a interrogé des acteurs qui étaient vraiment spécialistes de ce type de technique. Donc des chercheurs, des bureaux d'études, maîtrises d'œuvre, gestionnaires, et qui nous ont produit un retour d'expérience sur leurs pratiques et qui nous ont permis de dégager 3 axes principaux. En fait, ça nécessite un changement de paradigme fort, puisque globalement, ça veut dire qu'il faut qu'on redéfinisse complètement la manière dont on évalue la performance des ouvrages. Là, on est dans un ouvrage qui sert initialement à faire du génie civil. Si on évalue sa performance seulement sur cet objectif de protection, c'est évident qu'on sera moins bien que du génie civil. Parce que le temps que ces techniques, elles prennent du temps à s'installer. On va planter un arbre avant que le système racinaire soit en place, avant qu'elle se soit développée et avant qu'elle assure son degré de protection optimal. Ça prend un peu de temps. Donc si on compare ça au génie civil, c'est sûr qu'on est moins performant. Et de la même, voilà. Donc, par contre, le génie végétal apporte d'autres types de bénéfices que je vous ai décrits plus tôt. Et donc, voilà, il faut vraiment changer la manière d'appréhender cette évaluation de la performance. La deuxième chose, le deuxième point sur lequel il faut évoluer, c'est dans l'acceptation et le partage du risque. Puisque justement, on doit considérer la protection sur des temporalités plus longues, et du coup, ça veut dire qu'il y a quand même un moment où on est quand même en situation de risque. Au moment où on plante ces techniques, il y a un moment, entre le moment où c'est planté et le moment où c'est efficace, où il va avoir un risque peut-être accru, qui peut interroger la responsabilité juridique et financière aussi des acteurs qui sont responsables de la mise en œuvre de ce type de technique. Donc, ce que nous ont souligné les acteurs que l'on a interrogés, c'est qu'on avait aujourd'hui encore une absence d'un cadre juridique clair sur ces questions et qui peut décourager certains d'entre eux à utiliser ce type de méthode parce qu'ils ne savent pas jusqu'où et à quel point ils sont responsables en cas de défaillance, en fait. Et puis, le troisième point sur lequel
on voit qu'on a besoin de changement de paradigme. C'est en termes de formation. Il y a des enjeux de formation très forts des acteurs de l'eau, puisqu'en fait, travailler avec du génie végétal, c'est pas comme travailler avec du génie civil. Et en fait, ce que l'on a observé, c'est que toutes les personnes qui s'engagent dans ce type de méthode, c'est des gens particuliers. Ils ont des profils multidisciplinaires très forts, avec une capacité vraiment de dialogue avec les acteurs, être capable de faire du lien, de dialoguer, etc. C'est des gens qui valorisent beaucoup le retour d'expérience entre pairs. Voilà, ils sont toujours très preneurs d'organiser des séminaires, de retour d'expérience, etc. Et ils ont une capacité vraiment à se questionner, à se remettre en question et à s'adapter. Puisque avec le génie végétal, on est vraiment dans des processus d'essai-erreur. Hein. On plante, bon ben ça, peut-être ça, c'est un peu pas, la végétation n'a pas pris dans un endroit, ben c'est pas grave, on va replanter un petit peu après, plus tard. Et donc voilà, il faut vraiment être capable d'envisager l'aménagement d'une autre manière. Voilà, et pour terminer, ce projet pose aussi d'autres types de perspectives de travail, hein, parce qu'à partir du moment où on parle d'opportunité, on peut se poser aussi la question de l'opportunité pour qui. On commence à avoir des réflexions sur à quel point ce type d'aménagement et la restauration de cours d'eau en général profite à tous. Qui va en bénéficier? Qui participe et qui s'engage dans les démarches participatives sur ce type de projet? Et pour quel essai sur le projet? En fait, voilà, il nous paraît important d'avoir aussi des réflexions sur la justice environnementale en lien avec ces nouvelles modalités d'action liées à l'eau, en travaillant à la fois sur la justice distributionnelle. Donc, est-ce que la restauration de rivières urbaines permet justement de donner à tous un cadre de vie de qualité, ou est-ce que ça bénéficie seulement aux personnes qui sont déjà privilégiées, qui habitent en centre-ville, etc. Une justice procédurale, donc est-ce que tout le monde peut participer? Est-ce que tout le monde a une capacité d'interpellation de la puissance publique? Et ça pose de réels enjeux démocratiques, hein, et aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on en a tous conscience. Et puis, voilà, des justices de reconnaissance, en essayant de voir à quel point est-ce que ce type de projet permet de prendre en compte les spécificités de tous, population précaire, non précaire, etc. Donc voilà, c'est la suite du travail qu'on aimerait mettre en place.